Voilà. Très bien. Ah, c'est Madame Calif. Vous allez bien? On reconnaît que la moitié des personnes aujourd'hui. Et l'autre moitié, ça prend un certain temps. Il y en a qui s'amusent à mettre une cagoule avec. Alors là, la cagoule et le masque, ça devient... Bon, tout le monde va bien? Oui. Baruch Hashem. Une dédicace pour la Refoua Shlema? Non, tout le monde va très bien. Il y a pas de... On ne demande pas de guérison, on ne demande rien. Si tout le monde va bien, alors ça va. Pour la Refoua Shlema de Hanania ben Rivka. Oui. Ruth Batrana. Refoua Shlema. Bonjour. Shabbat extraordinaire qu'on s'apprête à vivre, Parashat Mishpatim, mais aussi bonjour. Shabbat Shkalim, Rosh Chodesh. Petite colle, question à 2 sous. Combien de Sifrei Torah on va sortir ce Shabbat à la synagogue? Bon, ben c'est bien, personne ne sait. Même pour 2 sous, on n'est pas prêt à répondre. 4. Alors, 4 Sifrei Torah, comment tu t'appelles? Romy? Très bien. On ne sort jamais 4 Sifrei Torah pour une raison valable. On peut sortir tous les Sifrei Torah du Haron, à Simchat Torah, on en sort 18 si on en a 18. Mais on ne sort jamais 4 Sifrei Torah, le maximum c'est 3. Alors vous allez dire, bon, ça va, on va garder ça pour les grandes occasions. Alors ce Shabbat, combien de Sifrei Torah? 2. Chani, on va dire que tu avais les oreilles bouchées par le riz, mais quand même. Mais non, on va dire que 4, ça n'existe pas. Voilà. Ouais. Alors, on va sortir 3 Sifrei Torah. Vous imaginez, c'est un grand Shabbat. Premier Sefer Torah, on va lire la Parashat Mishpatim. Normal, Parashat de la semaine. 6 montées dans Parashat Mishpatim. Deuxième Sefer Torah, Parashat Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh. Mishenir Nasadar. Marbim Simcha. On va pouvoir faire rentrer la joie. Et le troisième Sefer Torah, on va lire Parashat Shkalim. Parce que toujours avant Rosh Chodesh, sauf si Rosh Chodesh Adar tombe à Shabbat, on doit annoncer les Shkalim à l'époque du Beth Amikdash. On faisait une annonce et on disait que chacun ramène un demi-shekel. Et avec ce demi-shekel, on va le garder pour le Beth Amikdash, pour acheter les sacrifices, pour arranger le temple, etc. Et c'est très important de faire ça, la Gemara elle dit, avant Rosh Chodesh Adar, parce que Adar va venir et Adar nous renvoie à Amalek. Adar nous renvoie à Haman, à Racha. Et Haman, à Racha, il a eu ce réflexe ignoble. Ah, je ne voulais pas du tout parler de ça, hein, c'est de votre faute. Réflexe ignoble, il a dit... Bon, il n'aimait pas les Juifs, hein, Haman, ça tout le monde le sait. Ok, il descend d'Amalek, descendant direct de Amalek, descendant direct de Esav. Ok. Et il a gardé ça vraiment dans son ADN. Il faut que j'anéantisse les Juifs. Et dès qu'il a été en situation de pouvoir, il a essayé. Et il a essayé de convaincre celui qui avait le pouvoir suprême, c'est-à-dire le roi, Ahashverosh. Et il est venu avec... C'est une Gemara extraordinaire qu'il faudrait qu'on étudie. Les arguments... Tu sais qui me pirate mon truc là. Je me vois plus, c'est pas normal. Ça, c'est Madame Bérébi. Imaginez. Mais on est sûr qu'avec Madame Bérébi, on n'aura que du propre sur l'écran, on n'aura rien d'autre. Baruch Hashem. Tous les arguments antisémites classiques. C'est un peuple de vauriens, ils ne travaillent jamais, c'est des chômeurs, ils pensent qu'à faire des fêtes. Quand c'est pas Shabbat, c'est Pessah. Quand c'est pas Pessah, c'est Sukkot. À chaque fois, c'est des parasites. On a toujours entendu ça. Les Juifs sont des parasites. Et vous savez l'argument qu'il a trouvé à Haman pour convaincre Ahashverosh? Il a dit, tu sais, je vais te donner, regarde à quel point ce peuple est vicieux. Il dit, si une mouche, elle tombe dans un verre de vin, ils sont en train de boire du vin, ça leur arrive de boire du vin, ils ont le droit de boire du vin. Si une mouche, elle tombe dans un verre de vin, et vous savez ce qu'ils font, Sa Majesté, votre honneur, le roi? Ben avec leur petit pouce, leur petit doigt, comme ça, c'est pas le pouce, ça d'ailleurs, ils prennent
la mouche, ils la jettent et ils boivent le vin. C'est pas très ragoûtant, mais c'est permis, non? Ouais, après, tu es un peu gna-gna, délicat et tout ça. La mouche est tombée dedans, tu jettes tout. Ben non, ça va. D'accord? Je prends, si tu veux, une grande cuillère à soupe, je prends beaucoup de vin autour, je jette la mouche, je peux boire le vin. Maintenant, je ne parle pas d'hygiène. Alpi alacha, on a le droit? Bien sûr. Le vin, il n'est pas devenu à une nécessaire. Par contre, si toi, vous, Sa Majesté le Roi, par mégarde, vous ne faisiez que toucher le vin, même pas vous mettre votre doigt dedans, vous toucheriez leur verre de vin, ils prendraient le verre et ils le jetteraient par terre. Vrai ou faux? Vrai. Mais quand vous dites ça au roi, il dit quoi? C'est-à-dire une mouche, bonjour, une mouche, ça ne va pas les dégoûter, mais si le roi lui-même va mettre toucher ne serait-ce que le bord le verre, et il jetterait tout. Alors là, ça a déclenché la fureur du roi, et effectivement, on sait ce qui va se passer après. Bien sûr, c'était le but de Haman. Maintenant, dans la Megillah, c'est marqué. Je sais que, bon, les Juifs, peut-être ça rapporte un peu. Ça travaille, non? C'est de la main-d'œuvre. Combien ça vaut un Juif? Non, c'est pas vous que je demande ça. Hein. C'est Haman qui demande au roi. Parce qu'il dit, je ne veux pas que ce soit un ézec pour vous. Je ne veux pas que ce soit un dommage. Un Juif, tu l'évalues à combien? Le travail d'un Juif toute sa vie, alors selon qu'il est vieux, on va dire, je ne sais pas, 5 000 euros. Il dit, donne-moi, pour chaque Juif, moi, je te donne 5 000 euros dans les caisses royales. Chaque Juif que tu me livres, moi, je suis prêt à payer sa valeur en contrepartie pour pas que toi, tu aies une perte dans ton royaume. De mon propre argent, je verserai cet argent dans les caisses du roi. Jusqu'où ça va, hein? Jusqu'où ça va, cette haine antisémite? On est prêt à payer pour se débarrasser des Juifs. Et la Gemara, elle dit, c'est en vain tout ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis de toujours veiller sur son peuple et que jamais il exterminerait son peuple, même s'il faisait toute la vérote. Alors la Gemara, elle dit, apportez vos shkalim, mahatita shekel, chaque Juif, il apporte un demi-shekel, c'est pas grand-chose. Parce que ce demi-shekel, dans la mesure où il a anticipé l'argent que Haman était prêt à payer en contrepartie des Juifs, ce demi-shekel va les protéger. Et vous savez, on ne fait pas Pourim parce que les déguisements, ok, c'est joli, c'est sympa, tout ça, d'accord, mais parce que la présence néfaste, vicieuse, toujours aussi dramatique de Amalek, elle est constamment et en permanence là, et elle revient en permanence. C'est des cycles. Et on ne fête Pourim que pour cette raison-là, pour se débarrasser du fantôme de Amalek. Timhe et zecher Amalek, ce n'est pas juste une phrase qu'on dit en vain, il faut qu'on le répète au moins une fois par an. Ça, ce sera Parashat Zachor, le Shabbat juste avant. Mais je ne voulais pas du tout vous parler de ça. Je vous préviens tout de suite, on n'est pas encore dans Hadar, donc je vais casser l'ambiance. C'est pas grave? C'est pas grave, on va casser l'ambiance. On va casser l'ambiance. Parce que, bon, c'est peut-être un shiur pour des jeunes filles un peu plus âgées, qui ont un peu plus de maturité ou qui, sur des questions de philosophie existentialiste presque. Mais tout le monde a le droit de s'interroger. On ne va pas se méprendre sur la qualité intellectuelle des jeunes filles qui sont ici présentes. La paracha de la semaine, c'est Ve'ele Mishpatim. Je vous lis les 3 à 4 premiers psukim. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem. Voilà les lois. On a reçu la Torah à Parashat Yitro. Maintenant, Moshe présente les lois et Hachem dit voilà les lois qui sont dans ma Torah. Présente-les devant le peuple juif. Kitikne Eved Ivri. Bizarre. Quand tu vas acquérir un Eved Ivri. C'est quoi un Eved Ivri? C'est un esclave juif. Ah, mon Dieu, quelle drôle d'idée. Il y avait des esclaves juifs. C'est quoi un esclave juif, mademoiselle? C'est un esclave qu'on fait bien, qu'on paye, on nourrit et qu'on le... Oui, donc ça a l'air cool comme esclave, non? Nous quand on entend esclave, on voit tout de suite les chaînes, aux pieds, aux mains, il ne fait pas ce qu'il veut. Toute la journée, il est à mon service, amène-moi la télécommande, va me chercher une pomme, fais-moi une omelette.
Ce n'est pas exactement la définition que tu donnes, mais la question que je voudrais te poser, c'est pourquoi Bichlal, il est esclave? Un juif, ça doit être libre. Un juif, c'est libre. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on était esclave chez Paro, on est sorti d'Égypte, on est libre. Pourquoi il y aurait des esclaves juifs? Et la Torah, une des premières lois, quand tu vas acquérir, non pas acheter, ce n'est pas un bon terme, un esclave juif. Quand est-ce qu'on a. Alors, vous ne le savez pas. Tu sais? Excellent, mademoiselle Guez. Excellent. D'habitude, j'assiste au cours. Ok, madame Isvi, on vous entend. Hein. On va être un peu plus calme. Hein. Sinon, je fais évacuer la salle. Il y a un juif, il a volé. Il a volé. Et on l'a attrapé. On a dit, monsieur, la Torah, elle dit quand tu as volé, tu rends. Il dit, ah, trop tard, j'ai tout mangé. Tu ne peux pas rembourser ce que tu as volé, mais tu dois de l'argent à quelqu'un. Il dit, bah, je suis désolé. Alors, dans la société moderne, on dit, il est en situation de faillite, il est insolvable. Quand quelqu'un est insolvable, en France, on lui fiche la paix. Donc, tu peux avoir fait tous les trucs du monde, insolvabilité, et tu montes et descends, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas juste ça. Il a quand même une dette, ce monsieur. Alors, je ne sais pas s'il va en prison, je ne connais pas très bien le code pénal, mais la Torah, elle ne prévoit pas ça. Elle ne prévoit pas la prison. Et elle dit, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas rembourser à celui à qui tu as volé, donc il va t'acquérir comme esclave. Attention. Hein. Donc, tu vas travailler chez lui et tu travailleras tout le temps qu'il faudra pour rembourser ta dette. Et ce travail n'excédera pas 6 ans. Parce que la 7e année, c'est la Shemitah. Et la Shemitah, normalement, il doit sortir. Il ne peut pas rester plus que 6 ans. Très bien. Et alors, on dit, une fois qu'on a dit ça, alors la Gemara, elle dit Mish kana eved, kana rabo, kana rav le'atzmo. Quelqu'un qui a acquis un esclave, il s'est acquis un maître. Pourquoi? Parce que la législation du juif, elle est très dure. Ça veut dire, il mange avant toi. Ça veut dire, si tu n'as qu'un oreiller, tu dois le lui donner à lui. Ça veut dire, tu ne sais pas esclave avec les fouets et tout ça. Hein. Tu as un grand respect pour lui. Il doit rembourser une dette. Et tout le temps qu'il est chez toi, tu as une responsabilité morale vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle dans les prisons la réinsertion sociale. Il doit réussir sa réinsertion sociale, mais au lieu de le faire dans une prison, il le fait chez toi. Eh bien oui, parce que le but, c'est qu'à la fin, il a été tellement content, il a tellement aimé son maître, il dit, franchement, comment j'ai pu le voler, quoi? C'est un type bien, c'est pas possible. Et qui ne recommence pas. Bon, ça, on n'a jamais essayé dans les sociétés. Hein. Le code juif, on n'a jamais essayé. Pour nous, c'est divin, donc c'est sûr que ça marche. Alors, c'est marqué comme ça. Kitikne aved ivri, sheshanim avod. 6 années, il travaillera chez toi. Ou basheve'it, la 7e, yetzela hovshi hinam, il sort sans rien. Imbega poyavo, s'il est venu avec lui et lui tout seul. Bega poyetse, il sort avec lui et lui tout seul. Il est venu seul, il sort seul. Imba ali ishahu, s'il est venu avec une femme, c'est-à-dire qu'il était marié avant, viatz aishto aimo, tu ne vas pas garder la femme comme esclave. Sa femme, elle sort avec lui. Imadona viten lo isha, maintenant le maître a le droit de lui donner une femme. D'accord? Veyalda lo bani vanot, et cette femme va lui donner des enfants, des filles, des fils. Haïcha viladeati et la donnéa. La femme qui lui a donné et les enfants restent chez le maître. Veouyetse vegapo, et lui, il sort seul. Maintenant, le Eved, il dit, oh là là, j'ai kiffé mon maître. Je veux rester. Eved ahavti et adoni, j'ai aimé mon maître. Et ishti ved banaï. Et parce qu'il m'a donné une femme. J'ai des enfants. Maintenant, si je dois sortir comme c'est lui qui me l'a donné, je ne peux pas. Et je suis attaché à cette femme et à ses enfants. Je ne veux pas sortir seul. Je veux rester avec lui. Lo yetse hovshi. Il ne pourra pas sortir libre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette fameuse procédure que vous connaissez, Veigisho et la délette, on la porte, on le met à côté d'une porte. Non, pardon. Veigisho adona vela elokim, on la porte chez un juif. Veigisho et la délette, on l'amène devant une porte. O el mezouza, ou un endroit où il y a une mezouza qui servira de témoignage. Veratsa adona vet ozno, on lui met un poinçon dans l'oreille.
Bamartseya va avado le'olam. Et il sera son esclave, le'olam, à perpétuité, ce qu'on appelle la perpétuité. C'est combien la perpète dans le code juif? 49 ans maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a le Yovel. Alors maintenant, si le monsieur, parce qu'il y a des cycles, hein, première année, deuxième année, sixième année, Shemitah. 6 ans, Shemitah. 6 ans, Shemitah. 7 cycles de 7 ans, 49 ans, Yovel. La 50e année, elle est exceptionnelle. Hein. Donc le Yovel, c'est beaucoup plus qu'une Shemitah. C'est toutes les propriétés immobilières retournent à leur propriétaire initial. Les esclaves sont affranchis. Et imaginez qu'on soit dans la 48e année du cycle. C'est-à-dire que dans 2 ans, c'est la Shemitah. Il restera maximum 2 ans. Au bout de 2 ans, quoi qu'il arrive, même s'il adore son maître, il faut qu'il sorte. Alors, je vais vous proposer une autre lecture de ces psukim-là. C'est très intéressant cette lecture. J'ai oublié l'auteur. Et ce n'est pas bien d'oublier l'auteur, surtout juste avant Purim. Ki tikne eved ivri. Dans la vie, on va acquérir des choses. Shesh shanim ya'avod. Le cycle de 6 et la 7e année, c'est un cycle aussi d'une vie. David Ameller, dans les Télim, il a dit que la vie d'un homme, c'est Shivaim Shana, 70 ans. Et s'il a beaucoup de vigueur, 80 ans. D'accord? Mais le cycle normal d'une vie, c'est 7 années. Donc, il a 6 années de travail et la 7e année, il sort. Ça correspond x 10 au cycle de la vie. Donc, un homme, il va travailler 60 ans, la retraite à 60 ans, 70 ans, la fin du cycle. Après la 7e année, c'est-à-dire les 70 ans, il va sortir hinam, sans rien. Eh ouais, c'est pour ça que je vous dis, on va casser un peu l'ambiance. Une personne, quand elle quitte ce monde, elle sort hinam. Le type, toute sa vie, il a mis des milliards à la banque. Il part dans l'autre monde avec les milliards de la banque? Rien. Il part avec quoi? Avec un drap. Zéro. Vous allez voir, c'est un peu déprimant, mais ce n'est pas pour déprimer. Comme il est venu, il repart. Comment est-ce qu'une personne, elle naît? Petit bébé, tout nu. Comment est-ce qu'il s'en va? Chez Mishmor. On ne va pas faire des choses, voilà, on ne va pas, d'accord? Même chose. Comme il est arrivé, il repart. S'il était marié, c'est-à-dire s'il a acquis des choses, quand on se marie, on acquiert. Vous me corrigez si je fais des fautes de conjugaison, je parle sous votre contrôle. On acquiert des choses, d'accord? Et ces choses que l'on acquiert, il y a certaines choses avec lesquelles on repart. Alors, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas les lingots d'or. Maintenant, s'il dit ah, mais moi, j'ai aimé la vie. Tout ce que j'ai fait sur cette terre, j'ai adoré. Alors, dans cette terre, j'ai fait plein de choses, des choses qui étaient bien et des choses qui étaient moins bien. Et là, on la porte, on l'amène devant la porte, on lui met un poinçon, et on lui dit maintenant, puisque tu as été esclave toute ta vie, sache que tu seras esclave pour le reste de l'éternité. Les choses dont on a été esclave dans ce monde, il faut savoir qu'on restera esclave de ces mêmes choses dans l'autre monde. C'est terrible comme perspective. Alors, je vais vous raconter, en général, j'essaie de trouver toujours une histoire extraordinaire. Alors, cette semaine, j'en ai pas une, j'en ai deux. Mais je ne crois pas que j'aurai le temps de raconter les deux en 8 minutes. Il y avait un homme, il avait 3 bons amis. Et un ami, bon, c'était un ami, dans la vie, on avait des très bons amis et des amis moyens. Hein, vous faites un hit parade, 1, 2, 3, c'est les meilleurs, best friends. Et l'autre, c'est, ouais, enfin, je sais pas, il me colle, il m'énerve, je sais pas ce qu'il veut chez moi, des jours je l'aime, des jours je l'aime pas. Il a l'air sympa, mais pas plus que ça. Et ce monsieur a été convoqué par le roi. Monsieur, vous avez une convocation, présentez-vous au palais demain.
En général, quand le roi vous convoque, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et ce n'est sûrement pas pour vous dire qu'il va vous donner 10 millions d'euros. Et là, il a très peur. Il a très peur parce qu'il est convoqué, il doit y aller, et les gardes vont venir le chercher, et il dit mais je ne peux pas aller tout seul. Et dans le hit parade, il y a le premier best friend, le numéro 1. Il va voir le premier, et il lui dit regarde, je suis convoqué par le roi, mais comme tu es vraiment mon meilleur ami, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Et là, il lui dit enfin, c'est quand même chez le roi, quoi. Hein. Moi, je ne suis pas convoqué, moi. Il dit comme je suis ton vraiment meilleur ami, c'est quoi? Je t'accompagne, mais jusqu'à la porte. Après, il faut que tu me laisses, parce que moi aussi, j'ai un peu peur. Hein. Mais jusqu'à la porte, je fais la route avec toi, je te remonte le moral, je te fais des chants et tout, pour que tu déprimes pas trop. Et si tu veux, je te prépare même, mais devant la porte, là, tu m'oublies. Ok, bon, ça c'est le meilleur, hein, celui-là. Je sais pas ce qu'ils ont réservé les deux autres. Très bien. Le deuxième, il lui dit, écoute, bon, je suis convoqué chez le roi demain, j'aimerais que tu m'accompagnes, j'ai très peur. Moi, chez le roi, non mais attends, chez le roi, il faut parler. Et moi, je ne sais pas parler, moi, je ne suis pas un bon parleur, je vais bégayer. Non, oublie-moi. Par contre, je peux t'aider si tu veux. Oui, comment tu es quand même habillé comme un clochard, quoi. Donc, si tu veux, je peux t'acheter des vêtements. Parce que tu ne vas quand même pas te présenter comme ça. Ça, c'est le deuxième meilleur ami. Hein. Le premier, il est lâché à la porte. Le deuxième, il traite de clochard, déjà. Si tu ne vas pas te présenter comme ça chez le roi, déjà, tu vas arriver comme ça, il te condamne déjà. Il dit, quelle chutzpah de venir me voir dans ces vêtements-là. Très bien. Il va voir son troisième meilleur ami. Et il lui dit, non, moi, c'est pas moi, ça. Ne me demande même pas la raison, j'ai pas de raison à te donner, même pas en rêve. C'est toi qui es convoqué, tu y vas, je connais pas. Ça, c'est numéro 1, numéro 2. Ah, je vais vous apprendre un joli proverbe en anglais. A friend in need is a friend indeed. Je crois qu'on dit en français, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Voilà. Et voilà, quand vous êtes dans le besoin, et là que vous vous tournez vers vos amis et vous dites oublie-moi, waouh, c'est ça les amis? Alors, le quatrième moyen, il dit c'est déjà le 1, le 2, le 3, il a dit ça. Le quatrième, c'est ma vague, je lui demande. Je ne vais même pas lui demander. Très bien, alors il prend son baluchon, il a quand même les beaux vêtements qu'il va offrir son deuxième meilleur ami, et il se met en route. Et en route, il rencontre le quatrième ami. Et le quatrième ami, il lui dit qu'est-ce qui se passe, où tu vas? Il dit je suis convoqué chez le roi. Et quoi, tu vas tout seul? Ne me raconte pas. N'enfonce pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Comment ça? Mais c'est dangereux. Et tu avais des amis quand même. Ils sont où? Ils sont tous. Il lui dit et pourquoi tu ne t'es pas tourné vers moi? Il dit non, mais bon. Bon, tu as bien vu le 1, le 2, le 3. Alors le 4, j'ai même pas pensé. Même pas pensé. Mais il dit tu te trompes. Parce que si tu avais fait appel à moi, je t'aurais aidé. Machal. Le Nimshal. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que c'est l'histoire de la vie de chaque personne. Vous savez qu'on va vivre, Bezrat Hashem, 120 années, en bonne santé, des belles années, sans Covid. Covid-free. Il y avait sugar-free, maintenant c'est Covid-free. Mais vous savez très bien, voilà, on n'est pas éternel. Mais nous, Baruch Hashem, tradition juive, on croit qu'il y a Gan Eden, on croit qu'il y a Olam Haba, et qu'un jour, on va faire un petit bilan. On va se présenter. Là, c'est évaluation commune, mais sur toutes les connaissances de toute la vie. Grand test. Et à la première étape, chez Mishmor, quand une personne elle quitte ce monde, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, tout le monde est triste, tout le monde pleure. D'ailleurs, on dit un homme, quand il arrive sur Terre, il pleure. Oui? Les bébés, quand ils arrivent sur Terre, ils pleurent, non? Et tout le monde autour, ils font? Ils rient. Ils sont tous heureux. Il y a une naissance. Mazal tov, Brit Mila, le traiteur, vite. Un homme, quand il quitte ce monde, tout le monde autour de lui pleure. Mais lui, on ne sait pas, il rigole.
Il rigole parce qu'il va dans un monde qui est Baruch Hashem, Olam Haemet. Ah, il faut se préparer au Olam Haemet. C'est pas exactement Disney, d'accord? Et là, ben, c'est la Levaya, on va enterrer. Il est tout seul, le monsieur. Ah, mais pourtant, il y a plein de monde autour de lui. Il y a sa femme, il y a ses enfants, mais il s'arrête devant la porte. Comme le premier ami. Il dit, je t'accompagne. Ah, attends, ma femme, je me suis arrêté 30 ans qu'on est mariés. Mes enfants, jusqu'à la porte. Après, nous, on est bien ici. Hein. Le deuxième ami, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. C'est-à-dire qu'il sait très bien que là où la personne va aller, ce qu'il va apporter, ça n'a pas de valeur. Ce deuxième ami, c'est une fois que la personne a dit, bon, ma femme, elle n'a rien fait pour moi. Mes enfants, ils n'ont rien fait pour moi, parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Et pourtant, j'ai investi du temps pour ma femme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Hein. Il faut investir du temps, mais il faut aussi penser à soi. Hein. Vous savez que, n'oublions pas, hein, quand on va se présenter chez Hachem, on va être tout seul. Il n'y a personne. Tu ne dis pas, j'aimerais bien aller avec des copains. Ah, on a vu l'histoire, il n'y a pas de copains. Le premier, il dit, va tout seul, moi je ne suis pas convoqué, toi. Il n'y a pas de copains. Tu arrives, tu te présentes tout seul. Et le deuxième dit, très bien, ma femme, j'ai compris, ok, c'est pas que c'est égoïste, mais bon, je comprends, on peut comprendre. Maintenant, mais moi, ma femme, mes enfants, c'était 1 heure par jour que je les voyais. Mais moi, mon travail, c'est 10 heures par jour que j'ai donné. Je me suis investi. J'ai consacré plus que ma vie dans mon travail. J'ai gagné de l'argent. J'ai investi en bourse. Quand il a quitté le monde, au Hachem, le compte en banque, il était plein. C'est son deuxième ami. Viens, tu vas me défendre. L'argent, là-haut, ça ne parle pas. Il dit, je ne sais pas parler, je bégaye. Ça ne sert à rien que tu arrives avec des lingots d'or. Il n'y a pas de lingots d'or ici. Vous savez, quand vous changez, vous arrivez dans un pays, chaque pays, maintenant, vous ne connaissez pas ça, vous êtes la génération euro, vous. Vous voyagez partout et vous avez les euros, vous payez en Espagne, au Danemark, oui, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, mais avant, ce n'était pas comme ça. Défendez-moi, ne me laissez pas tout seul là-dedans. Vous vous rappelez, tu vas en Espagne, pesetas, tu vas en Angleterre, bon, c'est déjà le cas, tu vas en Allemagne, Deutschmark, etc. Et bon, il n'y a pas de bureau de change. Pas de bureau de change. Tu arrives avec tes euros, tu veux payer, pardon, pas les euros, les francs, excusez-moi, les francs. Vous vous rappelez des francs? Vous n'avez pas connu les francs. Ils ne sont pas nés avec le franc, eux. Non. Quelle année le franc? 2001. Non, mais ils ont, même quand ils sont nés, pas le franc. Ok. Bon, moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas connu les anciens francs. Hein. Ça va, on n'est pas. J'ai toujours connu les nouveaux francs. Ouais, je vous assure. Donc, tu arrives avec tes francs, tu vas en Allemagne, tu veux acheter, je ne sais pas moi, une barre de chocolat cachère. On dit, franc français, ça n'a pas cours ici. Ça vaut rien. Ici, c'est Deutschmark. Pareil, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas aux États-Unis, tu présentes, je ne sais pas moi, des euros, ici, dollars. On ne connaît que le dollar. Tu arrives là-haut. C'est quoi la devise? Torah. Tu viens avec Torah, Ma'asim Tovim, tu as fait des bonnes actions, tu as fait Hesed sur terre, tu as fait des choses. Et ça, on connaît cette devise ici. C'est la monnaie courante. C'est la devise du pays. Tu vois, tu arrives avec tes lingots d'or, avec ton compte en banque, avec plein de zéros, c'est zéro. C'est des habits. C'est des habits alors qu'il a donné le second ami. Oui, argent. Et je peux t'acheter des vêtements pour que, hey, toi, tu vas arriver, tu vas parler, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Même si tu arrives bien habillé, ça vaut rien. Et le troisième, c'est tout le temps qu'on a perdu à plein de choses. Mais j'ai passé du temps à arranger ma maison, j'ai refait le carrelage. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le carrelage. Hein. Et voilà, je voulais une belle... Les téléphones, non, il y a tout. Et combien? Je voulais l'iPhone, le U6, le 8, le 12, le 15, le 20. Tu rigoles, mais il va venir le 20. Tu vas voir, ça va venir plus vite que tu crois. Tu vas te retourner, tu seras 0,25. Hein, vous inquiétez pas. Et tu arrives là-haut et ça vaut rien. Maintenant, je vais terminer parce que
Et chaque fois, nous, on va arriver là-haut, on va avoir que des arguments bidons. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon éducation, c'est l'école, c'est ma prof, c'est mon prof. Et à chaque fois, on va te dire, non, très bien. Tes parents, ils n'ont pas été sympas avec toi. Regarde, on va t'amener à chaque fois quelqu'un. Regarde les parents qu'il a eu, lui. Regarde comment il a été. À chaque fois, tu trouveras la contrepartie, parce qu'à chaque fois que tu veux reporter tes problèmes en disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, ça s'appelle de la rationalisation, c'est une erreur grave. Il y a une Gemara qui dit clairement, il y a un type, il arrive, dis-moi, tu as passé ta vie à courir après les jupons des femmes. C'est assourd. Il dit, c'est pas de ma faute. Mon Yetzerara était haut. Tu m'as regardé, comment je suis beau. Et rien que je sortais, les filles sautent sur moi. Je ne peux pas faire autrement. Et on ne peut pas résister à ça. Ah bon? On va lui amener qui? Yosef. Yosef, quand elle regardait les filles, elle passait la main comme ça sur des pierres, elle se rongeait les doigts, elle ne se rendait pas compte jusqu'au sang. Tellement elles étaient captivées par sa beauté. Il y a un Gilgoul de Yosef, il s'appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol. C'était un Kohen Gadol. Il a été martyrisé par les Romains, il fait partie des 10 martyrs. On dit que c'est un Gilgoul de Yosef. Sa beauté, on dit, les Malachim disent, sa beauté, il y a une parcelle de beauté d'Hachem, de chez lui. Tellement il est beau. Ça, c'est le Gilgoul de Yosef. Alors, toi, excuse-moi, à côté de Yosef, tu es un pou. Et tu viens avec ton truc, moi, je suis beau gosse, Brad Pitt et compagnie, tout le monde me saute dessus. Un autre, il va dire, moi, j'avais beaucoup de business, les affaires. Et quand tu fais les affaires, tu n'as pas le temps pour le reste. On va lui apporter Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était très, 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 très riche et il n'a fait que étudier la Torah. À tel point qu'une fois, il s'est retrouvé dans un de ses champs. Il était propriétaire du champ et il a pris une pomme. C'est chez lui. Les ouvriers l'ont attrapé, ils ont commencé à le tabasser. Il dit, excuse-moi, je suis chez moi ici. Toi, en plus, tu es un imposteur et on t'en remet une. Tellement il ne s'occupait même pas de ses affaires. Le pauvre, il va arriver toute la journée, des 5 centimes, 10 centimes. Qu'est-ce que tu vas étudier la Torah? On va t'amener Hillel. Hillel, il gagnait 2 pièces par jour. Une pièce, il donnait à sa femme. Il dit, voilà, ça c'est pour acheter la baguette. Il n'y a rien d'autre. Et la deuxième, il payait pour rentrer étudier au Beth Midrash. Parce qu'à l'époque, si tu n'as pas d'argent pour payer, tu ne pouvais pas rentrer écouter la parole des Hachamim, de Shmaria et de Haftalion. Les grands de l'époque. Et un jour, la journée n'a pas été bonne, il n'a pas eu d'argent, il n'avait pas la pièce pour rentrer. Le Shamash, il lui a dit, dehors. Hillel, s'il te plaît, vous savez qui c'est Hillel Azaken? On est des mythes à côté. Il a dit, je ne peux pas. Dehors, tu n'as pas l'argent, tu ne rentres pas. Il est monté sur le toit, il y avait un Velux comme ça, d'accord? Et il a mis l'oreille sur le toit, sur la fenêtre, pour écouter la discussion de Shmaria et de Haftalion. Il ne voulait pas la rater. C'était l'hiver. C'était en plein hiver. Il est resté comme ça toute la nuit et il s'est retrouvé totalement englouti sous une couche de neige, congelé. Et Shmaria et Haftalion, ils étaient en train d'étudier. Il dit, le jour s'est levé, normalement, à cette époque, à ce moment de la journée, on voit le livre. Il se passe quoi? C'était Shabbat. On ne voit rien. Et il se lève, il voit comme une forme humaine dans le Velux. Ah non, je ne les libère pas, je suis en plein de... Non, je suis dans l'histoire. Tu leur fais tous les mots des directeurs possibles. Et ils envoient, oh, il y a un homme là-bas. Et hop, il était saisi de froid. Et il n'y avait plus quoi, Nefesh. Et ils ont dit, Kedai le halel et Shabbat al Hillel. Ça vaut la peine d'être mehalel Shabbat pour Hillel. Pourquoi? Puis quoi, Nefesh. Allez faire chauffer de l'eau, allumez le feu. Il est en danger de mort. Vous prenez de l'eau, vous faites chauffer de l'eau et vous le réchauffez. Voilà ce qu'on va apporter à celui qui va dire « Oh, moi, je ne pouvais pas, j'étais pauvre, je n'ai pas eu le temps d'étudier. » À chaque fois qu'on aura un argument, il y aura un contre-argument. Je termine avec cette chose extraordinaire.
Parce qu'on a parlé de l'iPhone, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de toutes les bêtises, tout le temps que l'on perd. Le temps, c'est sacré. On a dit, hein, c'était pas très drôle le cours aujourd'hui, une vie, 70 ans, 80 ans, 120 ans, elle est finie. C'est une vie qui est finie, ce n'est pas une vie infinie. Donc le temps qu'Hachem nous donne, c'est un cadeau qu'on doit utiliser. Et on doit l'utiliser intelligemment. Il y a 3 types de rapports que les gens entretiennent avec le temps. Il y a, premièrement, c'est les pires, il y a ceux qui perdent leur temps. Il y a des gens qui perdent leur temps. Tu vois, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah, je parle avec ma copine. Et il y a 5 minutes, tu étais avec elle à l'école. Tu n'as pas tout dit déjà toute la journée? Non, j'ai encore à lui raconter. Et un jeu, et un machin, et un film, et Netflix, et machin, et trucs. Aujourd'hui, on vous propose tout ce qu'il est possible pour vous faire perdre ce qui est le plus sacré, c'est le temps. Donc, il y a ceux qui perdent leur temps. Deuxième catégorie, il y a ceux qui utilisent 100% de leur temps. Ils sont vite, je peux pas, vite, là j'ai un truc, là, je fais un machin, un truc, et jamais ils perdent leur temps. Alors peut-être qu'ils font des choses de temps à autre, mais ils font très attention à leur temps, mais ils ne perdent pas une seconde. Vous allez me dire, mais ça c'est bien, ça, c'est quoi le 3? C'est comme les bons amis, hein, mais là dans l'autre sens. Troisième, c'est le meilleur. Il y a ceux qui transforment leur temps en éternité. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, là, vous avez étudié 30 minutes avec moi, mesdames, mesdemoiselles, ces 30 minutes deviennent éternelles. Elles ne sont jamais perdues, elles resteront à jamais. Vous allez consacrer 1 heure de votre temps à aider une personne malade, ça s'appelle Gemilut Hasadim. Ces 30 minutes-là, vous les avez transformées en éternité. Ça vaut de l'or. Et quand on arrive là-haut, ça, c'est la devise avec laquelle on va pouvoir dire « Moi, je veux la meilleure place au Gan Eden ». Et là, on va dire « Oui, tu y as droit ». Demain, j'avais une très belle histoire, et peut-être à la rentrée, l'histoire de l'homme aux 2000 poulets. Vous vous rappellerez? L'homme aux 2000 poulets. Shabbat Tov.